Hello and welcome to Bonjour et bienvenue à la réunion annuelle d'information de 2020. notre Assemblée annuelle d'information 2020. Je m'appelle Leonard Lee White et je suis le président du Conseil des fiduciaires du régime de retraite de service public du Nouveau-Brunswick. La réunion est différente cette année, mais le Conseil est quand même très heureux d'être avec vous pour la 6e année consécutive. Merci de vous être joints à nous. Maintenant, quelques points d'administration avant de commencer. Les présentations seront faites en anglais et en français avec interprétation simultanée disponible dans les deux langues. Vous avez la possibilité de choisir la langue que vous voulez, tel qu'il est indiqué en haut à droite de l'écran. Le sous-titrage codé est offert pour les personnes qui se joignent à nous en ligne. Vous avez la possibilité de le mettre en fonction ou hors fonction en choisissant la langue de votre choix en cliquant Join ou Arrêt, Stop. Nous vous encourageons de présenter les questions que vous avez à votre conseil de fiduciaire ou au présentateur ou à un moment donné de la réunion en cliquant l'icône qui dit Poser une question. Nous allons répondre à autant de questions pendant la séance que nous pouvons. Et finalement, nous allons enregistrer le webcast aujourd'hui et ce sera disponible sur le site du plan, dans les jours à suivre. Avant de commencer les présentations, j'aimerais vous présenter à votre conseil de fiduciaire. Nous avons Ross Galbraith, qui est le vice-président du conseil et gestionnaire des affaires de la section locale de 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité. Marilyn Quinn, qui est une infirmière immatriculée à la retraite et ancienne présidente du syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. Elle a été la vice-présidente du RFP de 2014 à 2019. Sébastien Deschênes est le doyen de la faculté d'administration de l'Université de Moncton et professeur en comptabilité. Marc Godet, il est le président du comité d'audit et a pris sa retraite tout récemment. Il était le sous-ministre adjoint responsable pour les services stratégiques au sein du ministère des Transports et d'Infrastructures. Catherine Greenbank, présidente du comité de gouvernance et membre à la retraite du RPRFP. Paul Martin, contrôleur pour la province du Nouveau-Brunswick et ancien président de l'Institut des comptables agréés du Nouveau-Brunswick. Suzy Proudaigle, président du syndicat du Nouveau-Brunswick. Odette Robichaud, sténographe judiciaire à la retraite et ancienne résidente du SCFP, section locale 1840, et ancienne vice-présidente régionale du SCFP. Nous avons également deux observatrices au sein du conseil des observateurs, Lieb Sprague, qui est le directeur général du syndicat du Nouveau-Brunswick, et Bill Murray, superviseur des établissements du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et président de la section locale 5017 du SCFP. En plus de ça, j'aimerais vous présenter aux présentateurs aujourd'hui Yves Plourde, qui est le président de la Société d'actuaires Monmouth-Chapelle, et il va nous offrir des détails reliés au plan et le rapport d'évaluation actuarielle et une mise à jour fondée sur les effets de la pandémie de la COVID-19. John Sinclair, président et DPG de Vescor, qui est le gestionnaire des placements et administrateur. John va vous offrir un survol des services administratifs et en placement et ses résultats pour le plan de 2019. Et également Marc Bock, des services aux membres de Vescor, qui va partager avec nous comment le rajustement au coût de la vie est calculé. Quant à moi, je suis l'ancien sous-ministre adjoint du ministère des Finances et du Conseil du Trésor et je suis fiduciaire avec ce régime de pension depuis la conversion du RPRFP et je suis le président du Conseil depuis la fin de l'année 2019. Nous avons des parcours très variés, mais cela nous offre une excellente composition au sein du Conseil. Il est important de noter que nous avons tous été nommés au sein du Conseil par le gouvernement
provincial ou par l'un des syndicats suivants. Le SIINB, le SES-PPNB, la section locale de la Fraternité des ouvriers en électricité et par le SCFP, les sections locales 1252, 1840 et 5017. La plupart d'entre nous sommes également membres du régime. Même si nous avons été nommés par ces organisations, nous avons tous une obligation fiduciaire au RPRFP et nous devons agir dans le meilleur intérêt du régime et de tous ses membres lorsque nous administrons les affaires du régime. Un manque de le faire pourrait donner lieu à des mesures disciplinaires ou la révocation de notre nomination. J'aimerais prendre un moment pour reconnaître ce qui est sans doute à l'esprit de la plupart des gens ici présents. Je me réfère à la pandémie de la COVID-19 et l'effet que cela a eu sur votre régime. Nous voulons vous rassurer, comme Yves vous le dira, que le RPRFP a suffisamment de fonds. Nos placements sont bien diversifiés et nous avons une bonne gestion des risques en place également. Ces mesures ont été conçues pour réduire l'effet des marchés volatiles sur le RPRFP en les comparant avec d'autres régimes de pension. Des fluctuations et les rendements du RPRFP, on peut s'y attendre. Alors, il est important de maintenir une concentration à long terme lorsque nous regardons le régime. Malgré les défis récents, les rendements à long terme demeurent très forts et nous voulons nous assurer que vos pensions sont en place sûre. Nous voulons également vous rassurer que les fournisseurs de soins continuent à suivre les lignes directrices pour le redressement des entreprises, pour les placements, l'administration et les services actuariels vont continuer sans interruption. Nous allons maintenant passer à notre première présentation. Le rapport d'évaluation actuarielle est un outil important utilisé par le Conseil des fiduciaires pour évaluer la possibilité du RPRFP de pouvoir vous offrir des prestations à titre de membre. Cela nous aide également à prendre des décisions en matière de finances du régime, telles que offrir un rajustement du coût de la vie. Yves Plourde va vous présenter les résultats du régime pour 2019. Bienvenue, Yves. Alors, mon nom est Yves Plourde. Je suis actuaire chez Morneau-Shepell. Ça me fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter les résultats de l'évaluation actuarielle du régime de retraite dans les services publics du Nouveau-Brunswick en date du 1er janvier 2020. Je vais commencer par un résumé de la participation au régime, donner une brève histoire de l'évolution des actifs du régime et de sa provision actuarielle, passer en revue le niveau de provisionnement, non seulement au 1er janvier 2020, mais à travers le passé récent, et vous montrer comment le niveau de provisionnement a été affecté en 2020 par la pandémie. Je vais ensuite présenter les résultats de tests de gestion des risques que nous quantifions annuellement et finalement vous donner de l'information concernant le rajustement au coût de la vie qui a été accordé par les fiduciaires au 1er janvier 2021. Commençons par la participation au régime. Le nombre de participants actifs n'a cessé de croître depuis 2014, date de la réforme, commençant avec un peu moins de 17 000 participants actifs en 2014 pour atteindre un nombre total de 18 896 au 1er janvier 2020. De même, le nombre de retraités a augmenté de manière significative car les baby boomers ont pris leur retraite en masse pendant cette période, passant d'un total de 13 800 retraités en 2014 à un peu moins de 17 000 retraités au 1er janvier 2020. L'augmentation du nombre de retraités a été plus grande que l'augmentation du nombre de participants actifs pendant cette période. C'est ce qu'on appelle la maturation du régime.
Il faut s'y attendre étant donné la prévalence des baby boomers dans la population active qui ont maintenant atteint l'âge de la retraite. Le régime est prêt à accepter un tel afflux de retraités et par conséquent, ce n'est pas un sujet de préoccupation majeure, puisqu'on s'y attendait. Une note positive pour le régime est de voir que le nombre de participants actifs a aussi augmenté de façon significative, fournissant un afflux constant de nouveaux cotisants et retardant ainsi une maturation autrement plus précoce du régime. Du côté des actifs, la Caisse de retraite a considérablement augmenté ces dernières années, passant d'environ 6 milliards de dollars en 2014 à plus de 8,35 milliards de dollars au 1er janvier 2020. L'année 2019 a été particulièrement bonne du point de vue des investissements, avec un rendement de 11,65 %. John fournira plus d'informations sur la performance dans ses remarques un peu plus tard. Maintenant, afin d'être en mesure de déterminer la situation financière du régime, nous avons besoin de comparer l'actif du régime avec sa provision actuarielle ou son passif. La provision actuarielle ou le passif représente combien d'argent nous croyons devrait être dans la caisse du régime au moment de l'évaluation actuarielle afin de pouvoir payer toutes les prestations que les participants ont accumulées jusqu'à la date de l'évaluation. Pour calculer la provision actuarielle, nous avons besoin de faire plusieurs hypothèses concernant l'avenir. Une de ces hypothèses est le taux d'actualisation que nous utilisons de 4,75 % par année. Ce taux est une hypothèse très conservatrice des revenus de placement espérés pour le futur. En réalité, nous estimons que le régime peut espérer gagner à long terme environ 5,8 % par année. Ce niveau de conservatisme dans le taux d'actualisation nous assure que plus souvent qu'autrement, les placements du régime devraient générer des fonds supplémentaires par rapport à notre hypothèse de taux d'actualisation, comme ça a été le cas de 2014 à 2019, ce qui assiste à la génération de surplus dans le régime. Comme vous pouvez le constater, la provision actuarielle du régime est passée d'un peu moins de 6 milliards de dollars en 2014 à environ 7,28 milliards de dollars au 1er janvier 2020. Vous remarquerez que les actifs du régime ont augmenté plus rapidement que le passif au cours des 6 dernières années. Ceci est en partie dû au fait qu'un taux d'actualisation conservateur de 4,75 % par année est utilisé. Finalement, pour arriver à déterminer la situation financière du régime, les fiduciaires ajoutent à l'actif le montant des cotisations versées au régime qui sont en excédent du coût des prestations accumulées sur les 15 prochaines années. Au 1er janvier 2020, ces cotisations excédentaires pour les 15 années suivant la date de l'évaluation représentent un montant de 1,2 milliard de dollars qui, une fois ajouté à l'actif, représente un actif total de plus de 9,5 milliards de dollars. Maintenant, lorsque vous divisez cet actif ajusté par la provision actuarielle, vous obtenez un coefficient de capitalisation ou un ratio de capitalisation. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, ce ratio est resté bien au-dessus de 100 % au cours des dernières années, ce qui signifie que nous croyons qu'il y a suffisamment d'actifs dans la caisse pour couvrir toutes les prestations payables à vie des membres et des retraités. Le ratio de capitalisation est en fait passé d'un niveau de 121,5 % en 2014 à 131,7 % au 1er janvier 2020. Cela signifie qu'au fil du temps, vos prestations de retraite sont de plus en plus sécuritaires au fur et à mesure qu'on accumule un plus grand écart au-dessus de 100 %. On pourrait affirmer que le régime s'est préparé au cours des 6 dernières années pour faire face aux risques éventuels. Ce qui m'amène à la pandémie COVID-19 dans laquelle nous nous trouvons. Comme vous le savez parfaitement, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie mondiale le 12 mars 2020.
En raison de la pandémie, les marchés financiers ont reculé d'une manière sans précédent, atteignant un creux vers la fin mars 2020. Pour les 3 premiers mois de l'année 2020, la Caisse du régime a enregistré un rendement d'investissement négatif d'environ moins 6,9 %, ce qui a réduit le ratio de capitalisation du régime de 131,7 % au 1er janvier à environ 122,8 % au 31 mars 2020. Même avec une pandémie mondiale, le ratio de capitalisation de votre régime est resté bien au-dessus de 100 % et il est même resté au-dessus du niveau auquel il était en 2014. Ce résultat montre la résilience du régime de retraite aux événements adverses qui le frappent. S'il n'est pas étonnant que les marchés financiers réagissent négativement à une pandémie, ce qui s'est passé après le mois de mars est, à mon avis, le plus remarquable. Même si nous sommes toujours au milieu de cette pandémie, avec un taux d'infection à nouveau en hausse, une apparente deuxième vague à travers le monde et toujours aucun vaccin, les marchés financiers ont rebondi presque aussi rapidement qu'ils avaient descendu. Pour la période du 31 mars au 31 août 2020, le régime a généré un rendement supérieur à 10 %, ce qui a ramené le ratio de capitalisation à environ 132 %, là où il était essentiellement au début de l'année, avant même que la pandémie ne commence. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le régime s'est essentiellement préparé depuis les 6 dernières années à affronter un événement comme celui-ci, et il a passé le test avec brio. Nous ne sommes en aucun cas sortis de cette pandémie. Une forte volatilité et incertitude persisteront probablement pendant un certain temps. Nous espérons que nous n'aurons pas à revoir le creux de mars 2020, mais si c'est la direction dans laquelle les marchés financiers nous apporteront dans l'avenir, vous pouvez être assuré que votre régime est prêt à faire face à la musique. Passons maintenant à une projection sur les 20 prochaines années. Vous pouvez constater que nous prévoyons que le ratio de capitalisation atteindra un niveau de plus de 146 % dans 20 ans. Cette projection, qui révèle que le ratio devrait augmenter avec le temps, me rassure que la conception du régime est telle que les chances de succès dans le futur sont de notre côté. La route pourra être instable ou chaoteuse, et 2020 a été un exemple parfait de cette volatilité. Mais nous savons maintenant que le régime est très résilient et que les marges qui sont présentes au sein du régime pour absorber ces chocs fonctionnent. Parlons maintenant des tests de gestion des risques effectués de façon annuelle. Le premier test de gestion des risques consiste à calculer la probabilité que les prestations de base du régime ne seront pas réduites au cours des 20 prochaines années. Sur ce premier test de gestion des risques, le régime score un 99,35 %, ce qui veut dire que dans plus de 99 % des cas étudiés, les prestations de base du régime demeurent intactes. Ce score excède le minimum de 97,5 % prescrit par la loi, et puisque le régime satisfait ce critère, il peut continuer à fournir des rajustements au coût de la vie à tous les participants actifs et retraités du régime. Le second test de gestion des risques consiste à calculer la moyenne des rajustements au coût de la vie que l'on peut espérer accorder au cours des 20 prochaines années. Ce calcul produit une moyenne espérée de rajustement au coût de la vie de 88,6 % de l'inflation sur les 20 prochaines années. Ces deux résultats concernant les tests de gestion des risques continuent d'être très positifs. Ils nous assurent que la sécurité des prestations de base est très élevée et qu'il y a de très fortes chances que les rajustements au coût de la vie vont continuer. Vous pouvez également être assuré par le fait que la province garantit qu'elle protégera les niveaux de prestations existants au 31 décembre 2013. Cela signifie que dans l'éventualité peu probable où les fiduciaires auraient à réduire les prestations, la province s'assurera que vous n'obtiendrez jamais moins que les prestations que vous receviez ou que vous aviez accumulées au 31 décembre 2013. Je vais maintenant terminer ma présentation en abordant le rajustement au coût de la vie accordé par les fiduciaires au 1er janvier 2021.
Chaque année, en fonction de la situation financière du régime, les fiduciaires décident si un rajustement au coût de la vie peut être accordé. Pour le 1er janvier 2021, ils ont pu accorder un rajustement au coût de la vie de 1,46 %. Ce rajustement au coût de la vie aura un coût de 100,6 millions de dollars pour le régime. Le prochain présentateur discutera plus en détail du calcul du rajustement. Finalement, j'aimerais mentionner que les fiduciaires pourront continuer d'accorder des rajustements au coût de la vie dans le futur, à condition que le ratio de capitalisation du régime demeure au-dessus de 113 % ou environ. Même au plus bas du repli du marché financier à la fin du mois de mars 2020, le ratio de capitalisation n'est tombé qu'à 122,8 %. Ceci vous indique que le rajustement au coût de la vie du 1er janvier 2021 n'a jamais réellement été en danger, même au plus profond du repli des marchés financiers que nous avons vécu jusqu'à présent. J'espère que vous aurez trouvé les informations fournies intéressantes et utiles et qu'elles vous ont permis de mieux comprendre la résilience de votre régime face à l'adversité. Je vous remercie de votre attention. Je demeurerai disponible pour la période de questions. Merci. Thank you very much, Yves. I just have one house. Merci beaucoup, Yves. J'ai simplement un point administratif. Pour vous qui utilisez l'option de téléphoner, on vous demande de mettre en mode silence votre téléphone et de ne pas parler. Merci beaucoup. À titre de conseil, nous sommes très contents des résultats du rapport d'évaluation. Le niveau du rendement pour 2019 nous a permis encore une fois de vous offrir un rajustement du coût de la vie total de 1,46 à tous les membres du régime. Les membres actifs et différés, on va appliquer cela aux prestations que vous avez reçues jusqu'au 31 décembre 2013 et les retraités verront l'augmentation dans leurs prestations mensuelles de pension dès le 1er janvier 2021. Il y a quand même plusieurs mesures juridiques reliées au RPRFP et une mesure qui affecte directement le régime et le Conseil. Le Conseil a retenu les services judiciaires pour entendre la plainte et la motion sera entendue en octobre et nous offrirons aux membres les mises à jour en cas de besoin. Alors, nous allons maintenant passer à la prochaine présentation. Nous sommes bien heureux de pouvoir souhaiter la bienvenue à Marc Bourque de l'équipe de placement pour vous dire comment nous calculons le rajustement du coût de la vie. Marc. Merci, Monsieur le Président. Chaque année, le régime de pension de retraite des services publics du Nouveau-Brunswick fait une révision de tout cela et on vérifie comment on peut offrir un rajustement du coût de la vie aux membres. Et la décision est basée sur l'évaluation préparée par l'actuaire et les politiques en vertu du régime. Il y a 3 différentes possibilités. Donc, s'il y a un excédent et on peut vous offrir le rajustement du coût de la vie en entier, ou si on peut vous offrir un rajustement partiel aux membres et s'il n'y en a pas suffisamment, on ne pourra pas offrir ce rajustement aux membres. Si on ne vous donne pas ce rajustement en entier, ce qui reste et n'a pas été accordé pourrait être accordé dans les années à suivre, mais ce rajustement du coût de la vie n'est pas garanti. Mais selon la conception du régime, la probabilité est très élevée. Donc, on va appliquer ce rajustement du coût de la vie à tous les membres du régime, les employés actifs, les membres différés et les retraités. Et le 1er janvier 2021, ce rajustement du coût de la vie a été calculé en comparant l'indice du coût à la consommation pour la période des 12 mois précédents, de juillet 2019 à juin 2020, avec l'index du coût de la vie moyenne. Donc, l'indice du coût
à la vie pour ces périodes sont de 1,36,6 et 1,34,63 respectivement. Puisqu'il y a un rajeunissement du coût de la vie de 1,46 qui va être accordé le 1er janvier 2021. Et l'indice du coût à la vie sont tirés de la Banque du Canada. L'équipe des services aux membres est disponible de 8h15 à 17h du lundi au vendredi pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup, Ma. Celui qui se joindra à nous maintenant, c'est John Sickler, qui est le président et le DPG de Vescore. Il est le gestionnaire du régime et il est le fournisseur des soins administratifs. Il va nous offrir les résumés des résultats pour 2019. John. Merci beaucoup, Léonard. Avant de passer directement aux résultats pour 2019, j'ai pensé prendre quelques minutes pour vous dire qui est Vescore et ce que nous faisons. Vescore offre, comme on l'a mentionné tout à l'heure, donc l'administration et les services du régime, des services publics pour le régime. Nous sommes une entité privée indépendante qui est conjointement appartient à vous, le régime des enseignants du Nouveau-Brunswick et votre régime également. Donc, la surveillance est offerte par un conseil d'administration chevronné et indépendant et est responsable pour la coordination de plusieurs audits et de surveillance par rapport à nos services. On fait des audits par des fournisseurs de soins externes et des sociétés de comptables. On a des documents financiers, des rapports et différents audits que le Conseil voudrait entreprendre de temps en temps. On aime penser que nous avons beaucoup de transparence au sein de notre organisme et vous pouvez aller voir la documentation sur notre site web vescore.org qui vous offre un certain nombre de ces rapports pour votre examen si vous y êtes intéressé. En ce qui a trait aux avantages de l'organisme de Vescore, nous avons un conseil d'administration indépendant et l'obligation fiduciaire complète, c'est de répondre aux meilleurs intérêts des clients que nous desservons. Nous avons la possibilité d'offrir des services sur mesure et je crois que vous savez, par exemple, que le régime de risque partagé ou la conception que vous avez et qui a été décrit en quelque partie par Yves tout à l'heure, et pour la région essentiellement. Et nous avons la possibilité d'offrir des services vraiment qui cadrent bien avec ce genre de structure par le biais du travail que nous avons effectué dans la région. Nous avons une très bonne fiche de route en ce qui a trait à la plateforme de prestation des services et également par rapport à la gestion des services. Je vais partager avec vous une mise à jour dans d'autres diapos bientôt. Et c'est vraiment efficace. Nous sommes vraiment efficaces du point de vue des coûts. Donc, il s'agit d'une organisation sans but lucratif. Donc, il n'y a pas de marge de profit inclus dans la structure de nos coûts d'exploitation et nous n'avons pas un grand budget pour la commercialisation non plus qui pourrait avoir un effet sur les coûts de notre organisation. Cela nous permet donc de vraiment d'être bien alignés avec les objectifs. Donc, nous n'avons pas initiative en affaires, nous n'essayons pas de faire la commercialisation de services, comme l'a mentionné tout à l'heure, pour générer un profit. Donc, j'aimerais commencer avec le rapport de l'administration du régime. Avant de regarder les résultats de 2019, on va vous dire ce que fait notre équipe. Donc, nous offrons l'administration des services de jour en jour, des régimes de pension comme vous et certains régimes que la province du Nouveau-Brunswick offre à ses employés. Vous avez remarqué, Marc, juste avant moi, pour les services, et nous offrons un soutien journalier pour les membres actifs du régime de pension, les retraités et les épouses survivants qui pourraient être impliqués avec le projet Grand Groupe pour vous offrir ce genre de problème tel qu'un avantage à leur... L'équipe de soutien au Conseil pour offrir une aide à la gouvernance, une expertise sur les pratiques exemplaires au Conseil, les pensions du régime, communication, informer les participants pour les aider à mieux comprendre leur régime concernant la gouvernance.
Mais en dernier lieu, on fournit les services de communication, par exemple, pour faciliter cet événement cet après-midi, les rapports annuels, les bulletins de nouvelles des membres et de fournir un site web avec toute l'information sur votre régime. Comme mentionné plus tôt, nous sommes très économiques comparativement à ceux des pairs. On a mis à jour comment on était efficace en 2018 et on fait beaucoup d'activités de sondage pour les clients auxquels on fournit des services. Plusieurs d'entre vous, vous avez reçu des services, auraient dû recevoir un sondage où vous pouvez coter votre taux de satisfaction de client et vous fournissez des commentaires additionnels. Comme j'ai mentionné, nous avons aussi un site web très complet qui fournit une valeur ajoutée et facilite l'accès à l'information des participants et des employeurs. Et le site web propose aussi un calculateur d'estimation de la pension en libre service au sujet de votre propre retraite. Finalement, comme on le ferait pour ceux qui ont participé à cette réunion l'an dernier, il y a une importante modernisation du système qui a été entamée à la fin de l'année dernière qui permettra d'économiser davantage. Et ça permettra d'offrir un service beaucoup plus rapide et d'accroître la sécurité et la fiabilité à long terme du régime et l'infrastructure de technologie de l'information que nous utilisons. Quant à 2019 maintenant, du point de vue coût, par participant, votre régime était le deuxième plus bas à un coût de 93 $ par membre versus un groupe semblable à l'échelle nationale. On met beaucoup de temps à continuer l'amélioration des communications aux participants et en ce qui a trait au régime et au site web et les outils de technologie audio. Comme mentionné plus tôt, on continue d'évaluer la satisfaction des participants et ce tableau démontre exactement comment ça a été coté au courant de l'année, votre taux de satisfaction. Le taux était très élevé des membres qui utilisent nos services de satisfaction des membres. Et du côté droite, c'est les indicateurs de rendement clés du traitement des demandes pour les différents services que nous offrons. Et ça dépasse beaucoup ces indicateurs clés. Et avec la note au bas à gauche, en bas, et de l'information qui est fournie quant au rapport annuel qui est sur le site web, mais également lorsqu'on affiche ces diapos pour le site de réunion. Il y a aussi d'autres statistiques qui sont en monte sur d'autres diapos. Je vais passer maintenant de la gestion au placement, une récapitulation que nous faisons pour votre régime de pension. Nous conseillons votre groupe de fiduciaires cet après-midi pour aider à établir la politique de placement qui donnera les meilleurs retours possibles pour continuer à financer votre régime. Une fois que cette politique a été déterminée, nous livrons sur les services de placement pour placer dans des investissements qui seront positifs. Alors, Yves vous a parlé d'un objectif primaire et secondaire. En établissant la politique de placement, on doit s'assurer que le régime pourra satisfaire à ces objectifs pour l'avenir. Et les portefeuilles sont conçus de trois différentes façons. Premièrement, c'est conçu pour éviter les risques de placement indus et une volatilité excessive des marchés sur de courtes périodes. Il vous a donné des études de cas, comment ça s'est arrangé durant la vie du régime. En plus, on cherche à fournir des rendements supérieurs à ceux qui sont obtenus par une gestion passive du portefeuille de référence à moyen terme. Et on essaie de cibler cela et mesurer cela sur une période de 4 ans.
Alors, regardons sur 2019, comme Yves l'a mentionné, ça a été une forte année pour les retours sur les placements. En 2018, on aurait parlé comment votre régime avait 1,75 de retour et sur la période démontrée ici, c'était un taux plus bas. Mais en 2018, c'était un marché difficile pour les placements, particulièrement à la fin de l'année où les marchés sont baissés de façon drue. En 2019, cependant, a été une année très forte pour les marchés financiers et comme signalé ici, on a généré 11,6 pour le portefeuille et le montant de la valeur ajoutée pour la politique, c'était 1,5%, comme indiqué. Quelques façons pour regarder à ce que veut dire le demi-pourcent. Et là, regardez la diapo, ça semble une petite marge dans tout le portrait, mais vous appliquez le pourcentage sur les actifs en gestion, ça donne à peu près 30 milliards de dollars de revenus additionnels. Et vous regardez dans la pension moyenne qui a été payée par le régime, c'est 1300 pensions additionnelles qui peuvent être payées par ce demi-pourcent additionnel de généré dans l'année. Regardons ces retours sur une plus grande période. Ici, si vous regardez de près, il y a une ligne ombragée qui est le retour dans votre régime sur 2018 sur différentes périodes. La première chose qu'on veut regarder, comment est-ce que le fonds s'est arrangé quant au retour qui est nécessaire du point de vue actuariel, c'est le 4,75% pour l'année pour payer pour les bénéfices. Si vous, comme vous pouvez voir, on a excédé cela dans toute la période. Et une autre chose qu'on veut regarder, c'est comment est-ce qu'on s'est arrangé versus d'autres régimes de pension et comment est-ce qu'on est fait versus cette approche à plus bas risque. Alors, vous pouvez voir, par exemple, en 2019, un retour de 11,65 comparé à la prochaine ligne en bas, qui est l'univers des régimes à prestations définies. Le plan médian ici était un petit peu plus que 14 %. Donc, en 2019, le retour généré est un petit peu plus bas que ce taux typique. Cependant, en repensant aux objectifs de gestion des risques que nous avons, vous avez participé dans les conférences annuelles dans le passé. Vous m'avez entendu mentionner que typiquement, dans des périodes où on avait des marchés très forts financiers, on peut s'attendre à ce qu'on serait un petit peu plus bas que le rendement national à cause de la gestion des risques. On devrait performer mieux dans les autres années. Alors, en 2018, c'est un marché faible et on a vu une période où la plupart des régimes déterminés étaient négatifs. Je pense que les régimes moyens étaient moins 0,7 % et avec le RSE, on a eu 1,75 %. Donc, on s'est arrangé mieux dans un environnement de marché plus faible, comme on s'attendait, mais on s'attend qu'on s'arrange un petit peu mieux et dans d'autres des marchés plus forts, comme on l'a fait en 2019. Tout aussi important, on regarde au chiffre de 2 ans ici, où on a pris la période faible de 2018 et une période plus forte de 2019. Vous pouvez voir, votre régime s'est arrangé mieux que le taux moyen, 6,58, comparativement à 6,30. Alors, c'est l'approche de bas risque que nous utilisons. L'autre chose dans la note au bas, ces retours sont présentés sur une base globale. Ça n'inclut pas les dépenses de gestion. Comme je l'ai mentionné, on a un style coût de gestion très efficace et c'est 3 % de plus bas que d'autres gestionnaires de régimes externes. On peut quantifier de ce que ça veut dire en termes de ce 0,3 % par année. Ça donne à peu près 1000 pensions additionnelles qu'on peut payer en ayant des dépenses de gestion, des placements plus basses. Et une autre façon de le regarder en pensant à comment c'est important à long terme. Et les régimes de pension, c'est un investissement de long terme. Et ce qui arrive,
les employés et les employeurs contribuent dans des régimes et dans toute leur vie de travail, ça pourrait être 30 ou 35 ans, vie de travail, et vous sauvez 3,3 % par année. On fait une évaluation à long terme. On peut donner 15 % de plus en actifs au moment de votre retraite. Alors, ce qui ressemble à un petit chiffre dans une fenêtre d'une année est un chiffre important à long terme. Et je voudrais inclure cette diapo pour vous démontrer comment bien diversifier est votre programme de placement. Ceci est vraiment rattaché à la politique de placement qui a été élaborée et approuvée par votre conseil pour satisfaire aux objectifs à long terme du régime. On peut voir ici, il y a tout un bon mélange de bien diversifié des positions actives et de la composition active, actifs à court terme et à long terme, des perspectives ainsi que des stratégies de basse volatilité et des stratégies de retour sur l'investissement qu'on a mis en place pour essayer de ne pas se fier sur les marchés particuliers. Alors ça, c'est 2019. Il y a beaucoup d'informations additionnelles dans votre rapport annuel et qui donne sur différentes classes des... Vous êtes intéressé certainement à savoir où on est rendu en 2020. Ça a commencé 2020, une année très en bonne vigueur pour les marchés financiers, les progrès réalisés de la mise en œuvre de notre nouveau système d'administration des pensions. Et vous avez peut-être remarqué, par exemple, pour les retraités, ceux qui le recevaient, un chèque de paye ou des conseillers sur les EFT, ça a changé dans les normes de la province du Nouveau-Brunswick par les types de documents, un document VESCOR, et le transfert à ce nouveau système de feuilles de paye. On a eu des défis présentés par la pandémie de février en mars. Et les marchés financiers ont été impactés de façon très négative en février et mars. Comme on a signalé, les retours qu'on avait vécus à ce moment-là étaient un chiffre négatif, mais si on compare ça à d'autres régimes de pension en parlant de notre gestion des risques, on s'est arrangé beaucoup mieux que d'autres régimes. Mais encore plus important, lorsqu'on regarde où on était rendu à la mi-année, et ça vous donnait... on va vous donner ça, ça vous a été donné avec le bulletin de nouvelles, c'était 0,12 %. Alors, c'était un rebondissement des marchés financiers et la confiance qu'on pouvait avoir pour payer les pensions dans toute cette période. Tout aussi important, on est dans un retour positif de la mi-année, mais le chapeau à long terme, comme signalé ici, le retour annualisé avec la transition à risque partagé est resté à 6,47, bien en avance de 4,75, mentionné plus tôt. Les défis de COVID ont eu un impact sur le système d'administration et sa mise en œuvre. Alors, tant notre organisation interne et la fiabilité sur l'information et la participation des groupes d'employeurs et les ressources de technologie de l'information qu'on utilisait pour la mise en œuvre ont toutes été impactées comme tous les autres de la période de pandémie. Alors, on avait besoin de concentrer à prioriser notre habilité de pouvoir continuer à fournir les services critiques et ça a causé certains délais dans certains domaines. Un de ceux-là, c'est au sujet des états financiers de vos régimes de pension. Vous avez remarqué que les états financiers qui ont été envoyés juste avant l'été ont été retardés quelque peu et on s'attend à ce que ça va être livré d'ici la fin du mois selon la loi sur les prestations de pension. Alors, c'est tout à fait prêt à sortir. Il fut mentionné, je pense que Leonard a mentionné l'introduction où on a été concentré dans cette période de pandémie de s'assurer qu'on puisse fournir les services sur l'administration et le côté placement pour le côté des clients. On a eu un plan de continuité d'affaires qu'on a pu mettre en œuvre tôt en mars. On a pu prendre notre main-d'œuvre. Tout le monde a reconnu et était sécurisé. On les a redéployés dans d'autres. Il y en a un petit groupe qui est resté au bureau. On a
déployer un autre dans un autre centre de recouvrement auquel on a accès dans la région de Fredericton et on a eu un certain nombre qui ont pu être déployés chez eux. On a pu fournir tous les services critiques, tant du côté administration que de services. Alors, je pense que ça termine ce que j'avais à partager avec vous. Et comme mentionné plus tôt, de toute évidence, il y a possibilité de poser des questions dans la séance de questions-réponses et on peut les fournir en ligne également par après. Merci. Merci beaucoup, John. Et je suis heureux d'appuyer, de recevoir et de vous présenter Suzy Proudet qui va animer la période de questions-réponses. Thank you, Leonard. Je suis heureuse d'être avec vous aussi aujourd'hui. Comme Leonard l'a mentionné, plus tôt, je m'appelle Suzy Proudet, je suis membre du Conseil des fiduciaires ainsi que participante au régime. If you have any questions for our Board of Trustees, si vous avez des questions posées à nos invités ou les membres du Conseil, soumettez ça en cliquant sur poser la question qui paraît à votre écran. Remarquez que si vous avez des questions spécifiques à votre propre régime, contactez un des membres de l'équipe en appelant au numéro de 800 ou en envoyant courrier à info@vescor.org. Et les membres ont déjà soumis plusieurs questions en ligne avant la réunion d'aujourd'hui. Et on va répondre à toutes questions qu'on puisse répondre. Toutes les questions qu'on ne peut pas répondre au courant de la réunion seront répondues et résumées dans un document de questions-réponses qui sera disponible à www.vescor.org RRSPNB. John, une question pour toi. Dans un des énoncés, quand est-ce que ça va sortir, ça, ces états financiers? Merci, Suzy. Comme je l'ai mentionné, on s'attend d'avoir ces états financiers disponibles et distribués avant la fin du mois. C'est en ligne avec la loi sur les prestations de pension. Et c'est un petit peu plus tard qu'on a pu le faire dans le passé, mais ce délai a été dû à l'application de la pandémie et on a concentré sur les éléments critiques de notre système d'administration. Un point pour ceux et celles d'entre vous qui ne peuvent pas attendre cette période, il y a toujours l'habilité d'utiliser les états financiers de l'année précédente et vous ajoutez votre salaire que vous avez accumulé dans la présente année et vous pouvez faire le calcul sur le site web. Et l'autre chose que je signalerai, cependant, s'il y a quelqu'un qui considère sérieusement la retraite et a besoin d'informations avant cette date-là, de façon critique, aller à l'équipe de service à la clientèle, comme signalé plus tôt, ils pourront vous donner les détails mis à jour. Merci, John. Est-ce qu'une considération a été donnée pour éliminer la pénalité pour la retraite après l'âge de 60 ans? Sinon, comment est-ce que ça pourrait se produire? Ça, c'est pour toi, Yves. Merci, Suzy. Le Conseil des fiduciaires suit un document en termes de leur habileté à modifier les dispositions du régime de pension et toutes ces règles sont trouvées dans la politique de financement et c'est le document dont elle se penche lorsqu'elle veut calculer l'ajustement. La première prestation qu'ils peuvent fournir et qu'ils fournissent à chaque année. Et il y a une liste d'autres choses qu'ils peuvent faire. Ils ont besoin de suivre ça dans l'ordre indiqué. Ça dépend comment bien financer et le régime. Par exemple, l'étape 1, c'est le coût de la vie, c'est lequel tout le monde compte. Mais deuxièmement, si le régime est pleinement financé à plus de 140 %, vous vous souviendrez, Madame la représentante, j'ai mentionné 1,31. Alors si ça dépasse 181, on peut appliquer une réduction de contribution. Et après cela, il y aurait un établissement d'une réserve pendant 10 ans pour l'indexation. Alors, ça ne fait pas partie des 3 premiers, la réduction de retraite anticipée. Après toutes ces choses, il y aurait une opportunité pour le Conseil des fiduciaires de considérer potentiellement
une amélioration des prestations telles que la retraite anticipée, des réductions, mais ça viendrait après que les 3 premiers aient été considérés. Ce genre d'amélioration des prestations ne serait uniquement une recommandation que les fiduciaires feraient à la province et au syndicat et pourraient l'approuver ou le négocier. Alors, s'il y a un processus ici, malheureusement, je ne pense pas que c'est une priorité immédiate du Conseil des fiduciaires parce qu'ils doivent prendre soin du coût de la vie et des réductions de coûts et de bâtir une réserve pour l'avenir. Merci. John, section 11 des États financiers donne les dépenses administratives. Quel serait le ratio des dépenses pour le placement, la gestion des placements? Ce ratio donne à peu près 13 points de base ou 1,4 en 2018. C'est un petit peu plus élevé que l'année d'avant, c'était 12. Et pas mal la même chose, c'est presque entre 12,4 à 12,9 et ça reste encore un coût très efficace. Et comme signalé dans mes diapos, ça pourrait aller jusqu'à 0,30 point de différence entre nous et les autres. Qu'est-ce qu'est la participation du Conseil dans les états financiers vérifiés? Merci de dire. Les états financiers sont présentés par VESCOR et audités par le KPMG. VESCOR et KPMG présentent un rapport au comité de vérification que je préside. Et après que le comité approuve les états financiers, c'est présenté à ce plein conseil pour approbation finale. Merci. Qu'est-ce qui empêche VESCOR de créer une mise en commun qui investit dans leurs propres produits, donc pour artificiellement donner une inflation? Je pense qu'il y a plusieurs choses à considérer. Premièrement, ici, dans la direction des politiques de placement, dans notre organisation, nous avons une équipe de conformité indépendante qui s'assure qu'on suit toutes les lignes directrices qui sont trouvées. Et pour revenir aux commentaires de Marc sur le comité d'audit, il y a un processus d'évaluation intensif en regardant au prix de marché, pas nécessairement les prix des marchés d'échange, mais comme mentionné plus tôt dans ma présentation, il y a plusieurs points de vérification. Et Leonard, est-ce que tu peux parler sur comment les membres du Conseil sont choisis? Bon, la documentation du régime spécifie quelles organisations nomment les membres au Conseil. Maintenant que le Conseil est en fonction, nous avons notre propre processus et nous faisons des évaluations, tant des compétitions, des compétences qui existent parmi les membres du Conseil. Lorsque le mandat arrive à sa fin, on peut indiquer si le membre est toujours intéressé à continuer ou s'ils sont encore aptes et compétents à continuer. Et ensuite, à ce moment-là, on peut conseiller au groupe central qui approuve ou désapprouve ces nominations. Et ça ne fait pas de différence à quelle organisation, que ce soit la province ou un des groupes qui nomment des représentants, on le fait de la même façon en termes des nominations. C'est hors de nos mains, c'est au groupe central d'en décider. Quel impact est-ce que la COVID-19 pourrait avoir sur la valeur à court et à long terme de notre pension? John? Ça, c'est une question très difficile, mais importante tout de même. Les résultats des marchés financiers vont dépendre sur comment rapidement on peut voir est-ce qu'il y aura un résultat quelconque quant à un vaccin, comment les marchés vont réagir à cela. Ceci dit, et alors c'est certainement un vaccin ou la question du vaccin ou d'un vaccin serait le facteur le plus important à court terme. Ceci dit, souvenez-vous que nous sommes un investisseur à très long terme
et on concentre sur des politiques très diversifiées dans les matières de placement. Et le point principal, ceux qui suivent les activités de la Banque centrale, toutes les banques centrales à travers le monde, y compris la Banque du Canada, sont été très accommodantes pour donner des taux d'intérêt plus bas et un stimulus additionnel pour que les marchés restent fluides et afin qu'on ait des capitales pour continuer les placements. Donc, à moyen et long terme, on s'attend à ce qu'on pourrait continuer à produire les retours nécessaires qui est requis pour notre régime selon nos politiques de placement. Merci, John. Cathy, en ce moment de pandémie et la gestion des risques, est-ce que le Conseil a fait du travail sur la gestion des risques? La gestion des risques est une responsabilité clé et l'habileté de gérer les risques est fondamentale à la réussite. Nous avons élaboré une politique à cet égard et ça nous aide à concentrer sur la politique, sur la gestion des risques et la gestion des placements pour la santé de notre régime. Alors, avec cette structure et on a les responsabilités pour la gestion de ces risques qui déterminent comment contrôler et assurer un suivi. Le régime est catégorisé dans 5 domaines: efficacité du conseil, conception et financement du régime, politique efficace, communication et gestion des risques. Alors, on peut regarder ce que sont ces risques et comment on s'y penche. Donc, le risque, c'est que le mélange, c'est sous-optimal. Ici, relève de la catégorie de politique de placement, c'est la responsabilité du Conseil. Donc, les mesures, les contrôles en place sont que il faut tester. On fait un test annuellement qui vous a été présenté aujourd'hui, était complété en juin par Mona Chappelle et ça nous a été présenté. On a repassé les rapports de rendement trimestriels. On a une réunion plus tard cette semaine et on va repasser ces résultats en grand détail. Et de temps à autre, nous avons aussi une évaluation des actifs qui énumère des choix qu'on peut pratiquer dans le mix des placements. C'est un rapport exhaustif et ça a été fait par Mona Chappelle en mai de 2018. Et aussi, il y a un document il y a des risques identifiés qui sont incorporés. Je peux vous donner quelques exemples de comment ça fonctionne. Un des articles, c'est qu'est-ce qu'on fait avec un bris de données et qui tombe dans la catégorie des risques d'agence comme gestionnaire de notre régime. On ajoute que nos fournisseurs de services nous rapportent annuellement sur les contrôles de cybersécurité. Comme Leonard vous l'a signalé plus tôt, avec la COVID-19, avec les marchés financiers, le gouvernement a donné une mise à jour de BESCOR, comment le régime pourrait être affecté. C'est en février de 2019, ça a donné suite le 18 mars, et Mona Chappelle a énuméré comment les retours négatifs pourraient avoir un impact sur notre portefeuille. Donc, notre test de gestion des risques, une estimée du ratio que Yves a présenté aujourd'hui a été fourni, ainsi que l'assurance que la diversification des portefeuilles fournit une autre protection pour notre régime. Donc, ce que vous pouvez faire de cette présentation, cette gestion du risque est centrale à notre surveillance du régime en entier et sont incorporées dans nos réunions de comité et du conseil. J'espère que ça vous donne un bon aperçu de nos risques de gestion. 4 years in the Royal Bank of Canada Investor and Treasury Services Survey. John. Okay, I think I'll just revert back to the slides that I had provided. And over the 4-year period, we had the public service plan had returned 6.89%, and the Royal Bank survey had performed 7.14%. Alors, au cours de la période de 4 ans, donc le régime moyen était un peu en avance du régime du service public
et on excédait le régime de la Banque royale. Par rapport au régime de 4 ans, la différence, c'est qu'il y a environ 0,25 et si je me souviens bien des commentaires tout à l'heure, il est important de regarder ses coûts après le fait. Donc, vous allez voir si on a fait des rajustements de coûts en utilisant cette note en bas de la page. Donc, on disait que ce régime était un peu à l'avance du régime moyen pour cette période de 4 ans. Merci. Et nous allons terminé. Il me reste une dernière question pour Yves. Alors, la dernière période RCV est terminée en juin 2020, mais sera seulement appliquée le 1er janvier 2021. Pourquoi y a-t-il un délai? C'est parce que c'est pratique, tout simplement. Il nous faut le temps de le calculer et de le faire approuver par le Conseil des fiduciaires et de le mettre en vigueur afin que les gens puissent commencer à le recevoir le 1er janvier 2021. Donc, de la perspective pratique, voilà. Donc, Statistique Canada publie en juin le taux final de juin à fin juillet. Et donc, les fiduciaires se réunissent et ça prend quelques mois pour que la pension de tout le monde soit accrue. Et donc, ce sera disponible le 1er janvier. Donc, c'est une question pratique, tout simplement. Notre séance de questions-réponses pour aujourd'hui. Veuillez noter que si vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser, vous pouvez toujours le faire par courriel ou par la poste. A reminder that if you've submitted a question, je vous rappelle que si vous avez présenté des questions, on n'a pas pu y répondre pendant la réunion aujourd'hui. Nous allons répondre à vos questions et nous allons inclure votre question, votre réponse dans un document sommaire qui sera affiché en ligne à vescore.org /NBPP. Alors, participation aujourd'hui. Je souhaite également remercier les présentateurs qui se sont joints à nous, ainsi que l'équipe de Vescore qui s'est occupée d'organiser la rencontre d'aujourd'hui. This concludes our annual information. C'est la fin de notre réunion annuelle d'information. Merci beaucoup de vous être joints à nous et passez une belle journée.